Le journal Écho de Lyon Décideur vous est présenté par SG Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour et bienvenue dans le journal Écho de Lyon Décideur. Mars, le mois de l'industrie, après le salon Global Industrie qui a fait le plein à Eurexpo et permis à tous les acteurs économiques, consulaires et collectivités territoriales de réitérer leur engagement en faveur de l'industrie. La métropole de Lyon passe à l'étape 2 de son manifeste pour une industrie qui se transforme et s'engage pour l'environnement. On en parle avec Bruno Bernard, le président de la métropole de Lyon, notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, le lancement du manifeste, c'était en 2021, à l'occasion de Global Industrie. Vous vouliez montrer que vous n'êtes pas fâché avec l'industrie, à condition qu'elle ne pollue pas et qu'elle soit engagée dans une démarche de décarbonation. Non seulement on n'est pas fâché, mais c'est essentiel de lier l'écologie et l'économie, en particulier l'industrie. On a sur notre territoire une chance extraordinaire, une capacité à travailler ensemble, acteurs publics, acteurs privés. Donc naturellement, cet héritage qu'on a reçu, on continue à l'entretenir, à l'améliorer. Et puis on a un dynamisme économique aussi très fort sur le territoire. C'est 60 000 emplois nets créés depuis 2020 par exemple, et aussi des emplois industriels. Donc c'est important de travailler ensemble et on a des résultats, y compris sur les émissions, puisqu'entre 2019 et aujourd'hui, on a diminué de 24% nos émissions sur la métropole, alors que c'est 10% en Rhône-Alpes ou en France. Et c'est lié naturellement aux politiques quand même, mais c'est lié aussi aux efforts qu'ont fait les industriels, en particulier sur la vallée de la chimie. Alors, ce manifeste, il repose sur 5 engagements. Ça veut dire que tous les signataires les respectent, ces 5 engagements? Ça veut dire que c'est l'objectif. Vous savez, on est dans le dialogue avec les entreprises. Et il y a naturellement des paramètres économiques, passagers qui comptent. Mais il y a une volonté de ces industriels qui représentent plus de la moitié des emplois industriels du territoire. On est 84 000 emplois. Et donc, ces entreprises qui ont signé ce manifeste représentent près de 50 000 emplois. Alors, ce manifeste, il a été signé à ce jour par pratiquement 150 industriels qui représentent, vous venez de le dire, 50% des emplois industriels. Vous visez toujours les 300 signataires, c'est ce que vous disiez en 2021. Vous savez, le nombre de signataires n'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est qu'on continue à avoir des nouvelles implantations sur le territoire, 30 000 entreprises créées par an à peu près, et des projets industriels sur lesquels on discute pour avoir des nouveaux acteurs qui viennent. Et donc, ce qui est important, c'est que ceux qui sont là aussi améliorent leur bilan carbone, consomment moins de ressources, diminuent les risques qu'ils apportent, que ce soit pour l'environnement ou la population. Et ce travail, il faut le faire ensemble. On a aussi porté le projet ZBAC, Zone Industrielle Bas Carbone, où là, on a encore 14 industriels qui travaillent ensemble pour trouver des solutions de décarbonation sur le territoire. Alors, dans les signataires, il y a Total Energy, mais pas Framatome, ni Volant dans le secteur nucléaire. Vous ne fermez pas la porte aux énergies fossiles, mais vous êtes toujours opposé au nucléaire. Pourtant, gros pourvoyeur d'emploi dans la région lyonnaise. Tous ceux qui viennent sont les bienvenus. Voilà, vous citez Framatome, c'est plutôt de l'ingénierie que de l'industrie ici. Mais tous les industriels qui veulent travailler avec nous sont les bienvenus, quels qu'ils soient. Alors, la réindustrialisation, c'est un cheval de bataille de la région Auvergne-Rhône-Alpes, du gouvernement avec France 2030. C'est aussi le vôtre? Bien sûr. On a des enjeux importants européens d'indépendance, d'autonomie. On voit en plus avec ce qui se passe aux États-Unis ou en Russie ou ailleurs qu'il faut qu'on ait une indépendance, qu'on puisse produire nous-mêmes, Européens. Et donc, naturellement, il y a un enjeu en France, il y a un enjeu sur la métropole. Et puis, ça permet aussi d'avoir des productions qui soient meilleures en termes environnementaux, qui respectent des critères sociaux, sous réserve qu'on protège nos frontières européennes, puisqu'on ne peut pas demander à nos industriels de faire des efforts s'ils ont une concurrence déloyale d'autres acteurs à l'autre bout du monde. Alors, vous preniez une attractivité choisie et non subie, c'est ce que vous disiez au MIPIM l'an dernier à Cannes, à l'échelle de toute la métropole. C'est pareil pour l'industrie. Vous choisissez vos implantations industrielles? On a intérêt à compléter notre tissu industriel. C'est-à-dire, j'essaye d'expliquer un petit peu. Les priorités, alors? On a d'abord des filières fortes, l'énergie, la santé, la pharmaceutique, la chimie. Et quand on a de nouveaux acteurs, c'est beaucoup plus intéressant s'il y a des chaînes de valeur qui se complètent, c'est-à-dire qu'il y a un dynamisme, un intérêt avec d'autres industriels déjà présents, ce qui renforce tout le monde, que s'il n'y en a aucun. Donc ça, c'est un critère. Il y a l'impact aussi environnemental en termes de risques. Il y a la question de l'emploi. Quel est le nombre d'emplois qui peut être créé et quel est le type d'emploi? Est-ce qu'il est compatible avec nos ressources? Ici, c'est beaucoup plus important pour nous d'arriver à embaucher des personnes qui sont sur notre territoire plutôt que d'aller chercher à l'extérieur des personnes pour qu'ils viennent travailler ici. Donc, c'est tous ces impacts qu'on regarde avec Onilio & Co pour
privilégier nos axes. Mais bien sûr, après, il y a plein d'implantations quand même, et chaque entreprise, vous savez, je suis un ancien entrepreneur, fait ce qu'il veut, et vient quand il veut, où il veut, et tout le monde est le bienvenu. Nous, on essaye sur notre politique commune, notamment à travers nos fonciers, puisqu'on a une politique foncière importante pour les accueillir, de privilégier ce qui apporte un plus pour notre territoire. Vous avez lancé aussi un fonds d'amorçage industriel avec Saint-Étienne, Métropole et la métropole de Lyon. Oui, et des partenariats privés. Là-bas, on a la Banque des Territoires, on a des partenaires privés. C'est un fonds doté de 80 millions d'euros, 17 millions d'euros apportés par la métropole de Lyon. Et nous avons déjà accompagné 13 projets qui représentent 20 millions d'apports par le fonds pour aider des projets à se développer sur le territoire. Quand Villeurbanne récupère 3 sièges sociaux anciennement implantés à Lyon ou en-Velin, je pense à Technip, je pense à Cégide ou Handicap International, vous dites peu importe du moment qu'il reste sur la métropole? Évidemment, moi d'abord j'ai une vision non pas villeurbanaise, même si je suis villeurbanne, mais bien toute la métropole. Et vous voyez les grosses implantations industrielles. On a eu Symbio, 1 milliard d'investissements à terme à Saint-Fond. On a inauguré il n'y a pas longtemps la nouvelle chaîne de vaccins de Sanofi. C'est à Neuville-sur-Saône, c'est près de 500 millions d'euros. Gros projet aussi en cours de Boehringer Ingelheim à Jonage. Ça aussi, ça devrait être plusieurs centaines de millions. Donc vous voyez, on a un maillage industriel un peu partout sur la métropole et au travail, il y a d'autres implantations importantes, notamment sur la vallée de la chimie. Alors justement, sur la vallée de la chimie, où est-ce qu'on en est par rapport à cette vallée de la chimie verte? Écoutez, elle évolue, la vallée de la chimie, avec aussi quelques industriels en difficulté, notamment ceux qui sont liés à l'automobile. Le passage est difficile. On a eu des plans annoncés, avec Domo par exemple, qui a annoncé 150 salariés en moins, donc ce n'est pas rien. Et donc nous, on est à l'écoute des industriels. On ne va pas sauver des filières industrielles qui dépendent d'enjeux mondiaux, mais en tout cas, nous, notre responsabilité, c'est de les accompagner pour voir si, avec le système lyonnais, avec nos relations, avec les autres industriels, on arrive d'abord à réembaucher des personnes. Et notre deuxième rôle, c'est d'optimiser les fonciers. On a de moins en moins de fonciers, donc les fonciers productifs, et notamment ceux de la vallée de la chimie, on travaille avec les acteurs pour les optimiser. C'est-à-dire sur un site qui est occupé par un seul acteur aujourd'hui, mais qui n'a plus besoin de toute cette surface, de travailler pour amener des nouveaux acteurs sur ces terrains. Alors justement, à propos de ce que vous évoquez là, la veille du Global Industrie, la CCI Lyon Métropole était montée au créneau pour défendre face aux fonciers économiques en tension, je cite, la zéro déséconomisation nette, à savoir le principe de protéger les terrains, on va dire, économiques. Si une vocation économique de foncier est supprimée, on prévoit la compensation foncière économique ailleurs. Alors tout ce qu'on fait depuis 2001 en termes de foncier, c'est de prioriser 2 axes. Le logement, parce qu'on en manque beaucoup, et nos fonciers productifs. Et on a fait le choix, typiquement, d'enlever du foncier productif pour le transformer en bureau. C'est un choix politique assumé. On estime qu'on a 2 priorités. Et donc sur le foncier productif, il y a encore, par exemple, une trentaine de sites qu'on a repérés, qu'on peut régénérer, et c'est 150 hectares disponibles pour de l'activité industrielle. Et on voit encore que sur la vallée de la chimie, on a des sites qu'on n'avait pas forcément répertoriés, où on peut encore amener de l'industrie. Donc notre rôle, c'est vraiment de faire ce maillage et d'optimiser ces fonciers productifs. Par contre, on n'ira pas chercher sur des terres naturelles, aux bordures de la métropole, à l'intérieur ou à l'extérieur, de nouveaux terrains naturels agricoles pour bétoniser, pour artificialiser, que ce soit pour de logement ou de l'industrie. Ça, il faut garder cet équilibre, utiliser au mieux l'existant, le pérenniser, l'optimiser, et ne pas aller chercher toujours plus de terres naturelles, du bétonnage à l'infini. C'est un peu le débat national actuellement, où certains voudraient revenir au siècle dernier, comme s'il n'y avait pas d'enjeu de ressources naturelles. Mais donc, quand la CCI dit zéro déséconomisation nette, vous dites d'accord je ne suis pas sûr d'avoir compris ce qu'elle voulait dire. En tout cas, moi, je suis très clair sur ce que je veux. C'est-à-dire, oui, il faut qu'on garde nos fonciers productifs et qu'on puisse toujours accueillir de l'économie, mais ce n'est pas au détriment des terres naturelles. Donc, ce n'est pas en supprimant le ZAN, pour être tout à fait clair, qu'on va améliorer la question industrielle. L'enjeu n'est pas là. Donc, mais je pense qu'on est probablement en accord avec les CCI, mais il faudrait leur demander. Il parle d'un pacte de sobriété foncière en disant on peut mener de pair utilisation sobre des fonciers et développement économique. C'est tout à fait ça. Alors, nous sommes pleinement d'accord. Voilà. Revenons d'un mot sur le budget 2025 de la métropole. On a vu la CPME monter au créneau face à la hausse de la CFE, contribution foncière des entreprises, une augmentation de plus 6%. Pourquoi taxer plus les entreprises et notamment les PME? Est-ce qu'elles ne sont pas déjà fragilisées pour certaines? Alors, vous savez qu'on a quelques enjeux économiques et de difficultés budgétaires en France d'abord, et maintenant dans les collectivités locales, puisque l'État français a répercuté ces difficultés sur les collectivités. Pour la métropole de Lyon, c'est 60 millions d'euros d'impact budgétaire cette année. C'est conséquent et énorme.
Et donc, naturellement, qu'est-ce qu'on fait? On diminue nos frais de fonctionnement. Par exemple, le budget communication, 35% de moins en 2 ans. On ne remplace pas tous les départs à la retraite de nos équipes. Donc, c'est difficile, mais on travaille. Et naturellement, on va aussi chercher les quelques recettes qu'on peut augmenter. Donc, la CFE, c'est 15 millions de plus. Il faut rappeler qu'en 2023, on a supprimé la CVAE. La moitié de la CVAE, la part que touchait la métropole Lyon, ça représenterait, si on l'avait laissé, 400 millions d'euros de recettes pour la métropole et 400 millions de dépenses pour les entreprises qui n'en ont plus. Donc 15 millions à l'échelle, c'est quand même un petit effort, parce que c'est normal que tout le monde fasse un effort. Mais par exemple, pour 75% des entreprises... Pour des petites entreprises, des PME, pour les TPE, fragilisées, les TPE et PME, les 75% d'entreprises, ça va avoir un impact de 50 à 150 euros par an. Donc je veux bien qu'elles soient fragilisées, mais ce n'est vraiment pas l'enjeu. Moi, ce que me demandent les entreprises, c'est que la métropole, qui réduit ses frais de fonctionnement pour continuer à investir sur le territoire. En 2025, on a des niveaux d'investissement records, 700 millions pour la métropole, plus de 800 millions pour le Citral, près de 400 millions pour nos 3 bailleurs sociaux, presque 2 milliards d'investissement, pas toutes les années, mais cette année qui est record. Et l'importance pour le tissu économique, c'est qu'on garde ces marges de manœuvre pour continuer à investir l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, on tient l'économie du territoire. Et donc c'est normal qu'on cherche à diminuer nos frais de fonctionnement. Quand on peut augmenter nos recettes, à les augmenter un peu. C'est ça qui va pérenniser le monde économique de la métropole, notamment les entreprises du bâtiment et les travaux publics. Les dépenses de fonctionnement, elles évoluent de quelle façon elles diminuent, globalement? Diminuent. Du budget 24 en 25, nos dépenses de fonctionnement diminuent. De combien D'une 50aine de millions. On ne se rend pas compte, mais on a des dépenses qui augmentent automatiquement. Sur un budget global de quoi? 4 milliards? De 4 milliards, mais vous avez toute une partie du budget, notamment les dépenses sociales, par exemple le versement du RSA, qui augmente automatiquement. Il a été réévalué de 4% l'année passée, mais nous payons 4% de plus. Nous n'avons pas le choix. Donc on a des dépenses sociales, mais c'est aussi pour le cas du handicap, de la protection de l'enfant, de l'autonomie, qui, elles, augmentent mécaniquement. Et nous, il faut qu'on trouve des économies, donc encore plus fortes sur le reste, pour combler, un, ce qui augmente, et deux, l'argent que le gouvernement nous a enlevé. Alors, vous avez évoqué les investissements importants qui vont avoir lieu cette année, dernière année de mandat, bien sûr, on l'a bien compris. Mais vous avez décidé de mettre sur pause certains travaux, c'est à la fois pour entendre l'énervement des habitants, mais aussi pour échelonner un peu ces investissements. Il y a plusieurs raisons. Mais en effet, là où on avait déjà des travaux dans des secteurs particuliers, je pense notamment des quartiers de Lyon, de Villeurbanne, on a eu des travaux en cours qui n'étaient pas terminés, il nous a paru plus raisonnable de ne pas recommencer des travaux à 1 ou 2 rues à côté, tant qu'on n'avait pas fini les premiers. Et oui, il y a aussi des enjeux économiques. On a besoin d'étaler un peu un certain nombre d'investissements. Donc on est en train de travailler pour voir comment les étaler un peu plus. Et finalement, notamment pour nos entreprises de travaux publics, c'est peut-être pas plus mal qu'on étale un peu, parce que là, on en avait donné un peu trop. Et y compris pour elles, pour tout faire, c'était un peu difficile. Donc c'est un choix logique, vu la situation, d'avoir pris cette décision de décaler quelques travaux. Alors, vous avez évoqué les investissements au niveau du Citral. Ça râle aussi du côté de la CPME, du MEDEF et de la CCI Lyon Métropole contre le projet d'augmenter le versement transport, rebaptisé versement mobilité, qui est payé par les entreprises. Un versement mobilité qui est passé, selon elle, de 356 millions dans la métropole en 2021 à 444 millions en 2023. C'est une augmentation de 25%. Alors, pas du tout. Enfin, les chiffres sont bons en valeur absolue. Mais là, ce qu'on est en train d'augmenter, c'est pas du tout sur la métropole Lyon. La métropole Lyon n'est pas concernée par l'augmentation du versement mobilité. Parce que vous êtes déjà au plafond. C'est en Villefranche-sur-Saône ou dans d'autres territoires, où les territoires qui sont à Citral Mobilité, à l'unanimité, ont choisi d'améliorer d'abord l'offre. On augmente à peu près de 30% les bus de ces territoires qui sont très mal desservis. Donc, c'est aussi bon pour l'économie. Et pour financer naturellement cette offre nouvelle, il y a une part de ces collectivités qui apportent de l'argent en plus, et puis il y a une part d'augmentation légère du versement mobilité sur ce territoire mal desservi. Mais sur la métropole de Lyon, le taux est totalement fixe depuis maintenant 2021 de mémoire, et il est dynamique tout simplement parce que nous sommes un territoire dynamique. Je vous ai dit qu'on avait créé 60 000 emplois de plus depuis 2020, et donc forcément, c'est des cotisations supplémentaires de versement mobilité. Oui, qui les ont créés sur le territoire. Oui. Les entreprises ont créé 60 000 emplois privés, mais ça veut dire aussi que le contexte, malgré ce qu'on peut raconter, est très favorable et que nous sommes toujours aussi attractifs et toujours aussi dynamiques sur le territoire. Et ça fait naturellement des nouvelles recettes de versement mobilité, mais aussi pour l'URSSAF et pour naturellement toutes les caisses de cotisation. On ne peut que s'en réjouir. Les entreprises sont le premier financeur des transports en commun et disent ne pas avoir voix au chapitre dans la gouvernance, à part une présence dans un comité des partenaires, mais qui est sans pouvoir réel. Vous avez fermé la porte
au fait qu'elle puisse être représentée ès-qualité? C'est la loi. Donc c'est la loi qui a défini qui était à Sytral Mobilité et la loi n'a pas prévu que les entreprises soient présentes. Et dans aucun syndicat de transport de France, il y a des entreprises présentes. Donc on peut discuter de la loi. Il y a un comité des partenaires qui a été créé. Donc là, elles sont représentées, c'est un lieu d'échange. J'ai fait aussi des réunions spécifiques avec les entreprises, je crois que c'était il y a 18 mois, 2 ans, pour leur expliquer les enjeux. Comment marchait le financement? Qu'est-ce qui était possible de faire? Qu'est-ce qui était possible de ne pas faire? Quels étaient les projets qu'on prévoyait pour mettre les choses sur la table? Donc moi, je suis tout à fait prêt à travailler. Mais ça ne peut pas être simplement, quand il y a une augmentation minime d'un versement mobilité, expliquer que tout s'écroule dans l'agglomération et ne pas regarder le fond du dossier, c'est qu'on a besoin encore d'améliorer les transports en commun pour les habitants, pour les entreprises sur nos territoires. En gros, ce qu'ils disent, c'est on est le plus gros financeur, avec la prise en charge de 50% des abonnements aussi, les entreprises. Et 75% pour les collectivités locales, donc la métropole de Lyon elle-même participe très fortement en versement en mobilité et en remboursement d'abonnement. Voilà. Et alors justement, une dernière polémique aussi sur les tarifs d'abonnement annuels réservés aux élus, 6,50 € par an, alors que tout un chacun paye 74 €, alors divisé par 2, ça fait 37 €. Est-ce que c'est normal de maintenir, même si je sais... D'abord, c'était une gratuité, c'est pas 6 € en vérité. Les élus ne payent pas les transports en commun, ceux de la métropole depuis 30 ans. Pour moi, c'est pas une gratuité des transports, c'est des remboursements de frais. À un moment donné, on pourrait prendre des tickets et se les faire rembourser, ça coûterait prendre plus cher in fine à la collectivité. Néanmoins, moi je vois bien qu'il y a un sujet sensible, un peu populiste, néanmoins. Et donc, il va falloir le traiter. Mais une nouvelle fois, moi, en arrivant, j'ai d'abord supprimé toute une partie d'abonnements gratuits qu'avaient des anciens élus qui n'étaient plus élus depuis longtemps, des élus d'autres collectivités qui n'avaient pas de rapport avec le Sytral. Donc, j'ai plutôt fait le ménage, je dirais, dans le système. Et on peut naturellement revoir cette question de gratuité pour les élus pour passer à des remboursements de frais, à d'autres systèmes qui seront peut-être plus compliqués, mais plus sains pour la population. Quand vous voyez un chef d'entreprise illustre, Jean-Michel Aulas, peut-être réfléchir à se lancer aux prochaines élections municipales à Lyon, ça vous inspire quoi, vous, le chef d'entreprise? Moi, d'autres l'ont fait, en étant beaucoup moins connu que lui. Et puis moi, j'avais beaucoup moins réussi dans le football. Donc j'avais beaucoup moins de choses à perdre. Mais chacun est libre de faire de la politique. Pour l'instant, je crois qu'il réfléchit. Je n'ai pas tellement compris avec qui il voulait partir, ni pourquoi faire. Mais après, il y a du temps. Alors, vous avez bien compris que l'idée, c'était de fédérer à peu près tous les opposants, quoi, on va dire. Nous verrons. Écoutez, je ne suis pas sûr. Mais ou le plus d'opposants possible. Vous devriez l'inviter pour qu'il vous explique. Et je ne suis pas sûr qu'il vienne, mais essayez. On ne manquera pas de l'interroger aussi, tout à fait. Voilà. Mais la dernière fois que je l'ai vu, on a surtout parlé football. Voilà, oui, je sais que vous êtes un passionné. Et notamment des filles qui sont qualifiées hier. Et j'étais à côté de Jean-Michel Aulas pendant le match, donc on a pu échanger une nouvelle fois. D'un côté, il y avait Grégory Doucet, de l'autre, il y avait Bruno Bernard, c'est ça? C'est ça. Il était bien encadré. Grégory Doucet, c'était Laurence Fautra qui était à côté de Jean-Michel Aulas de l'autre côté. Merci beaucoup, Bruno Bernard, d'être venu sur le plateau du Journal Écho. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission, bien sûr. Merci, au revoir. Merci. Le journal Écho de Lyon Décideur vous est présenté par SG Auvergne-Rhône-Alpes.